On est en octobre 1993, alors qu'il y a une jeune femme qui téléphone à la ligne de la célèbre émission de télé américaine America's Most Wanted, une émission qui est dédiée aux affaires criminelles non résolues. Elle se met à raconter l'histoire de deux Jane Doe, qui ont été retrouvées dans les années 84 et les années 85. Une des Jane Doe avait été retrouvée alors que son corps avait été calciné. L'autre Jane Doe a été retrouvée alors qu'elle avait été enfermée dans une boîte en carton. La jeune femme qui est au bout du fil semble en connaître beaucoup sur les deux décès de ces deux Jane Doe-là. Elle en connaît beaucoup et même qu'elle peut dire avec certitude et véracité qui est l'auteur de ces deux meurtres. Et elle le dit, l'auteur de ces deux meurtres, c'est sa mère. Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver. J'ai pas pu filmer de vidéo la semaine dernière parce que j'ai eu la COVID, je suis tombée malade, je dormais. J'étais extrêmement fatiguée, donc j'ai pas pu filmer de vidéo, donc celle que j'avais préparée pour la semaine dernière. Alors la voici. Aujourd'hui, on va parler de la famille Knorr. C'est une famille déchirée, c'est une famille dont les enfants ont été maltraités, ont été torturés par leur mère, Teresa Knorr, dans les années 70-80. Alors, sans plus tarder, je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement, doudou sur les genoux. Et lorsque vous êtes prêts, on est parti dans l'histoire d'aujourd'hui. L'enquête va débuter suite au dire de la jeune femme qui se trouve au bout de la file de la célèbre émission America's Most Wanted, et on se rend compte que la jeune fille qui était au bout du fil, c'est la survivante de la famille Knorr, donc Terry Knorr, la plus jeune des filles, qui après le drame s'est enfuie de la maison des Knorr et n'a jamais redonné signe de vie. Mais comme vous le savez, moi j'aime bien retourner un peu dans la vie passée du ou de la criminelle. Teresa Cross, qui est née le 14 mars 1946 à Sacramento, en Californie. Son père s'appelait Jim Cross et était un aide fromager. Sa mère s'appelait Swanee J et elle était femme au foyer. On sait qu'également elle avait eu un fils d'une précédente union, donc Teresa avait un demi-frère. Dans les années 40, la famille Cross avait ramassé assez d'argent pour pouvoir s'acheter une maison. Et par contre, malheureusement, dans les années 50, Jim Cross a commencé à développer des symptômes graves de la maladie de Parkinson, ce qui a fait en sorte qu'il a dû abandonner son travail d'aide fromager et s'est retrouvé au chômage à la maison. À ce moment-là, Swanee J, donc sa femme, a dû prendre le flambeau et elle a commencé à accumuler des petits travails du matin au soir. Ça allait bien jusqu'en 1961 où malheureusement la famille Cross a vécu leur premier deuil. Donc Teresa a vécu son premier traumatisme qui est celui du décès de sa mère d'une maladie cardiaque congestive, ce qui a poussé la jeune fille dans une dépression. Par contre, ce qui ne l'a pas empêché de se marier le 29 septembre 1962, soit à peine un an plus tard. Elle se maria avec un certain Clifford Clyde Sanders le 29 septembre 1962. En 1964, elle donna naissance à son premier enfant, Howard Clyde Sanders. À l'été 64, on sait qu'une dispute va éclater entre Clifford et Teresa. Celle-ci va contacter les services de police, mais va refuser de porter plainte. Ils reviennent d'une soirée avec un couple d'amis et ils se mettent à se disputer. À ce moment-là, Teresa est enceinte de son deuxième enfant, donc d'une petite fille du nom de Sheila J. Sanders. Puis, elle se met à se disputer avec Clifford et celui-ci se tourne vers elle et lui dit « J'en ai marre, je te quitte ». Il se retourne donc vers la porte d'entrée pour pouvoir sortir de la maison et c'est à ce moment-là que Teresa va prendre une arme à feu et lui tirer dans le dos. Le même soir, soit le soir du 6 juillet 1964, elle sera arrêtée
est accusée de meurtre. Et durant le procès, on sait que beaucoup de personnes vont y être, notamment la famille de Teresa, mais également la famille de Clifford. Et Teresa, pour se défendre, ben, elle va dire qu'elle a assassiné son mari pour se défendre, justement parce qu'elle était victime de violences conjugales. Clifford était un homme alcoolique, un homme qui était très colérique, agressif, violent. Et ben, pour se défendre, elle n'a pas eu d'autre choix que de lui tirer dessus. Tandis que ben, l'accusation, elle va se défendre en disant que Clifford était loin d'être un homme alcoolique. C'était un homme très travaillant, un homme qui était doux, qui était gentil. Il y a même les membres de la famille de Clifford. On a Howard et Molly, les parents de Clifford, qui vont se présenter ben, au procès. On a également ses frères et sœurs, là, Lucille, Thomas et Lynn, qui vont venir au procès et qui vont raconter tous exactement la même chose. Clifford était un homme très gentil, donc ça va vraiment venir déstabiliser un peu la défense de Teresa. Mais malgré tout, celle-ci sera acquittée. Et vraiment, dans cette affaire-là, on pense que c'est tout simplement parce que Teresa, à ce moment-là, ben, elle était enceinte, ce qui a fait en sorte que ça a sûrement dû aider un peu le jury à délibérer et à l'acquitter de toutes les accusations. Puisqu'à cette époque-là, on s'entend, là, on doit retourner là, une cinquantaine d'années plus tôt, là, les femmes ne pouvaient pas faire de mal à leurs enfants, encore moins à leur mari, à part si elles étaient dans une grande dépression, un postpartum. Ça a été notamment là, dénoté un peu partout. J'en ai même parlé dans l'histoire d'Aurore Gagnon, l'enfant martyr du Québec. C'est ce qu'on se disait là, au procès de la belle-mère. On disait qu'elle était en dépression parce qu'elle a passé la majorité de sa vie enceinte. Donc à ce moment-là, on pensait vraiment que c'était parce que Teresa était enceinte et qu'elle voulait se défendre et qu'en même temps, ben, il y avait sûrement un peu de côté de dépression. Le 16 mars 1965, on sait que Teresa va donner naissance à Sheila J. Sanders, donc son deuxième enfant, l'enfant de Clifford, qu'elle a assassiné l'été d'avant. Et un peu après la naissance de Sheila, Teresa va vraiment se mettre à beaucoup boire. Elle va boire énormément à l'American Legion, qui était un bar qui était destiné aux anciens combattants de l'armée américaine. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'elle va rencontrer Estelle Thornsberry, qui va devenir son premier époux seulement quelques mois plus tard. Et ils vont très vite emménager ensemble. Par contre, la relation va être très tumultueuse, il va y avoir beaucoup de chicanes, beaucoup de jalousie, beaucoup d'accusations d'infidélité. Et Teresa ben, va en profiter, là, on va se le dire, elle va en profiter énormément pour laisser ses deux enfants à Estelle Thornsberry, qui au passage était handicapée. Donc là, je pense qu'handicapée, on parle d'un ancien combattant qui ne pouvait plus marcher. Elle laissait ses enfants à son nouveau mari et elle sortait dans les bars, dans les clubs pour boire et s'amuser, fêter. En fait, elle avait tout simplement envie de reprendre une adolescence qu'elle n'avait jamais eue. Au départ, Estelle était très contente puisque sa femme était super joyeuse, était souriante, elle était contente de pouvoir sortir, de pouvoir s'amuser. Mais à un moment, il n'avait pas épousé Teresa pour devenir la gardienne privée de ses enfants. Et il a commencé très vite à soupçonner qu'elle lui était infidèle. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à un moment dans leur relation, elle s'est mise à tout simplement ne plus rentrer à la maison pendant plusieurs jours. Donc, où est-ce qu'elle allait dormir? Qu'est-ce qu'elle faisait pendant toutes ces journées, toutes ces nuits où elle n'était pas à la maison? De son côté, Estelle va faire une enquête et va découvrir malheureusement que sa femme, Teresa, a une liaison extra-conjugale avec son meilleur ami. Donc, le meilleur ami d'Estelle, le meilleur ami de son mari. Et à ce moment-là, Estelle va tout simplement demander le divorce et ils vont divorcer. Le 9 juillet 1966, Teresa va donc encore une fois de plus se remarier avec un homme du nom de Robert Knorr après avoir découvert sa grossesse. En effet, cela ne prendra pas beaucoup de temps entre le divorce avec Estelle Thornsberry et son mariage avec Robert Knorr, seulement à peine plus de 2 mois là. Le 27 septembre 1966, soit à peine 2 mois après le mariage entre Teresa et Robert Knorr, celle-ci va donner naissance à son 3e enfant, mais le premier enfant du couple, donc Susan Marlin Knorr.
Un an plus tard, ça va être au tour de William Robert Knorr de naître, soit le 15 septembre 1967. Le 31 décembre 1966 va naître Robert Wallace Knorr et le dernier enfant de la famille Knorr va être Terry Mary Knorr le 5 août 1970. Donc après ces enfants-là, la famille va être complète. Après la dernière naissance, on sait que le mariage de Teresa et de Robert va vraiment battre de l'aile. On s'entend que durant toutes les grossesses, le couple n'a jamais été vraiment parfait. Il y a eu beaucoup de chicanes, beaucoup de disputes. Et on sait que Teresa était le genre de femme à accuser très facilement là, ses maris par jalousie hein, de relations extra-conjugales, d'infidélité, de mensonges, d'hypocrisie, bon, et de manipulation. Robert, on sait qu'il a encaissé énormément beaucoup d'accusations de la part de sa femme, mais à un moment, en 1971, il va être vraiment tanné et va décider de quitter la maison pour demander le divorce. Le divorce va être prononcé la même année, en 1971. Elle va même empêcher Robert de voir ses enfants, bien qu'il ait demandé le divorce avec Teresa. Il n'a jamais demandé à ne plus voir ses enfants. Il a fait appel, il voulait voir ses enfants, mais Teresa l'a toujours empêché, en effet, là, par vengeance, comme je pense que vous allez commencer à le constater. Et moins d'un an après son divorce avec Robert Knorr, Teresa va se remarier avec un homme du nom de Ronald Pulliam. Le mariage ne durera pas très longtemps parce que elle va refaire exactement la même chose qu'elle avait faite avec Estelle Thornsberry et elle va laisser ses enfants à Ronald et pour sortir aller boire dans les bars, s'amuser et se saouler. Et là, attention, le comble du comble, son comportement était vraiment devenu très paranoïaque. Donc Ronald va demander le divorce. Le divorce va être exaucé. En août 1976, elle va se marier une dernière fois avec Chester Harris, qui était le rédacteur en chef du Sacramento Union. Leur mariage va durer seulement 4 mois. Donc, il va prendre fin en novembre. Pour quelle raison? Eh bien, parce que Teresa soupçonne Susan d'avoir une liaison avec Chester Harris. On s'entend qu'à cette époque-là, Susan avait 9-10 ans. Sa mère était tellement devenue jalouse et paranoïaque qu'elle s'était persuadée que Susan s'était rapprochée de son propre mari. Donc, elle va demander le divorce, mais elle va également demander le divorce parce qu'elle était jalouse puisque Chester Harris, durant le week-end, offrait ses services de photographe pour des modèles nus. Donc, après son dernier divorce, elle est devenue encore plus violente avec ses enfants. Notamment, elle a débranché tout simplement le téléphone de la maison. Et puis, plus le temps avançait et plus elle empêchait ses enfants de sortir. Donc, au départ, les enfants devaient arriver à l'autobus, pile à l'autobus, et devaient revenir pile après l'école. Et à un moment donné, ces enfants n'ont plus eu du tout le droit d'aller à l'école. On sait que ces enfants ont arrêté l'école entre 11 et 13 ans et ensuite ils n'ont plus eu de scolarité. À un moment, Teresa n'acceptait même plus que ses enfants soient hors de sa vue pendant plus de plusieurs minutes. Elle était vraiment très paranoïaque, mais elle était également très autoritaire avec ses enfants. Et Terry raconte à la police de la Californie que il fallait toujours qu'il fasse attention où est-ce qu'il marchait, puisque Teresa avait souvent l'habitude, là on va se le dire, de lancer des couteaux dans la maison à ses enfants. Dans les années 80, Teresa va donc déménager dans un petit 4,5 à Sacramento. Mais avant qu'elle y déménage, le plus vieux de la famille, donc Howard, va décider de quitter la maison. Il en a marre de sa mère. Sa mère, elle est vraiment prenante. Elle surveille tous leurs moindres faits et gestes et Howard n'en peut tout simplement plus, donc il quitte la maison et décide à ce moment-là de ne plus jamais redonner de nouvelles à sa mère. Et là, voilà que la famille Knorr déménage dans la petite maison, le petit 4,5
à Sacramento, en Californie. On sait que la voisine Susan Sullivan va faire un témoignage assez prenant. Elle se rappelle que lorsque la famille Knorr est arrivée dans cette petite maison-là, les enfants avaient l'air très anxieux, très nerveux. Ils ne parlaient pas, elle les a jamais entendus parler. Et elle se rappelle que lorsque la famille entrait ou sortait de la maison, c'était toujours par la porte arrière. Jamais ils n'utilisaient la porte avant. Ce qui était assez étrange puisque normalement on va entrer et sortir par la porte avant ou par la porte du côté. Mais en arrière, très rare, à moins qu'on veuille aller dans la cour. Elle va également dire que la maison sentait tellement l'urine que ça traversait les murs de la maison des Knorr et ça venait jusque dans sa fenêtre de cuisine qui a donné à celle de la famille. Il dit même: je savais dès l'instant où je les ai vus qu'ils étaient bizarres, mais je ne me doutais pas qu'ils étaient si bizarres. Ce n'était pas une famille ordinaire. En effet, ce n'était pas une famille ordinaire puisque, encore une fois, Susan Sullivan ainsi que d'autres voisins vont souvent entendre des cris, des coups, on dirait qu'on donne dans les murs, provenant de la maison des Knorr. On sait également que Susan Knorr aimait particulièrement torturer et battre ses filles. Encore une fois, on soupçonne que c'est la jalousie de la jeunesse et de la beauté, puisque Teresa voyait bien dans le miroir là, au fur et à mesure des années que sa jeunesse partait, elle était moins belle que ses filles, et on soupçonne beaucoup de jalousie. Encore une fois, au procès, lorsque Clifford a été assassiné, Rosemary, donc la sœur de Teresa, est venue à la barre et elle a témoigné contre sa sœur, disant que ça a toujours été une fille, du plus loin qu'elle se rappelle, très jalouse, manipulatrice, menteuse, très narcissique. Donc la jalousie a toujours fait partie de cette femme-là, et même en grandissant, donc elle est devenue une femme, et elle en est venue même à jalouser ses propres filles. Et c'est vraiment pour cette raison-là, on pense que ces deux filles sont mortes, c'est parce qu'elle en était jalouse. Et on sait que de 1982 à 1984, Susan va être menottée en dessous de la table de la cuisine dans la salle à manger. Teresa va lui donner une fois de temps en temps de la nourriture, sinon Susan devait toujours avoir un bâillon buccal. Là, je ne montrerai pas de photo d'un bâillon buccal, puisque lorsque tu tapes sur Google, ça ne donne pas vraiment à ce que je voudrais montrer dans cette vidéo. Vous comprendrez pourquoi. Mais elle avait un bâillon buccal en permanence, mis à part quand elle mangeait, et c'était très peu. Là, on ne sait pas pour quelle raison, mais en juillet 1984, Teresa va décider de tirer une balle dans le dos de Susan. Pour quelle raison, on le sait pas. Il n'y a pas de chicane qui aurait éclaté, absolument rien. Et là, il y a du sang qui se met à couler dans la salle à manger, en dessous de la table. Teresa va donc demander à Robert et à William, ses deux fils, de prendre Susan et de la mettre dans le bain. Susan, évidemment, elle va demander de l'aide. Elle va dire « Maman, emmène-moi à l'hôpital ». Mais Teresa va faire la sourde et Susan va être mise dans le bain. Quelques jours plus tard, Teresa va ouvrir la porte de la salle de bain et va découvrir que Susan est encore en vie et que même la plaie autour de la balle a commencé à se refermer. Susan, 17 ans, a survécu à cette balle dans le dos-là. Et là, Susan va se mettre à supplier sa mère de quitter la maison. Elle dit « Moi, je veux m'en aller, je veux partir, je n'ai plus rien à faire ici ». Teresa va donc accepter, mais à condition que la balle dans son dos lui soit retirée, puisque oui, c'est une preuve flagrante comme quoi qu'il y a eu abus sur mineur. Donc, Teresa va dire à William, encore une fois, et à Robert, ses deux fils, ses deux hommes de main, de retirer la balle dans le dos de Susan. Donc, William et Robert vont prendre Susan, ils vont l'emmener sur la table de la cuisine, ils vont la coucher sur le ventre et avec un canif, ils vont faire une croix dans le dos de Susan où il y avait la cicatrice de la balle et ils vont retirer la balle. En guise d'antiseptique, ils vont juste utiliser du whisky. Encore une fois, Susan va survivre cette plaie-là. Par contre, les jours suivants, les semaines suivantes, Susan va commencer à avoir certains symptômes qui vont apparaître. Donc, elle va se mettre à paranoïer, elle va se mettre à délirer, elle va parler seule, elle va faire de la fièvre et on voit que la plaie qu'elle a dans le dos commence à s'infecter. Elle était au début rouge,
Puis maintenant, il y a du pus qui en sort. En effet, la jeune femme est en train de faire une septicémie. Une septicémie, c'est une infection au sang. Donc, comment ça se propage? Ben, c'est avec une simple plaie bénigne qui, parfois, ben, n'est pas bien traitée ou n'est pas traitée dans un environnement qui est insalubre. Donc, la maison des Nord était très insalubre. Et lorsqu'on se couche, ben, on se couche sur le dos. Donc, sûrement que Suzanne s'est couchée sur le dos. Puis, ben, il y a des bactéries là, qui sont entrées dans sa plaie. Puis, puisqu'elle n'a pas été soignée, ben, les bactéries de sa plaie ont touché le sang. Puis, ça s'est propagé dans ses vaisseaux sanguins, ce qui a fait une septicémie. Donc, c'est le 16 juillet 1984 que Teresa va décider, en regardant sa fille Susan Marlin, ben, de se débarrasser de sa fille alors qu'elle est encore en vie. Hein. Elle va donc dire à William et à Robert de se débarrasser là, de Susan. Donc, William et Robert vont prendre Susan, ils vont lier ses mains et ses pieds avec du tape, donc du ruban adhésif, là, et ils vont la mettre dans le coffre de la voiture et vont rouler jusqu'à Squaw Valley, où ils vont déposer le corps près des dunes, puis ils vont y mettre le feu, alors qu'elle est toujours en vie. On sait que le corps va être découvert seulement le lendemain, soit le 17 juillet 1984, mais puisqu'elle a été aspergée d'essence et brûlée, ben, on n'est pas capable de voir l'ADN ou encore une empreinte digitale. On n'est pas capable même de faire un dessin, un portrait robot de son visage. Elle est irreconnaissable du tout. Donc, puisqu'il n'y a pas d'alerte de disparition, eh bien, la police va tout simplement faire enterrer le cadavre, donc la Jane Doe, sous le nom Jane Doe numéro 4873/84. Et elle ne sera pas non plus identifiée jusqu'en 1993. Presque un an plus tard, soit en juin 1985, il y a une dispute qui va éclater entre Teresa et Sheila, parce que sa mère, Teresa, ne voulait pas aller travailler, donc elle forçait Sheila à se prostituer. Puis Teresa, en juin 85, elle a accusé Sheila de lui avoir transmis des MTS par le siège des toilettes de la maison, et elle l'accusait également d'être tombée enceinte d'un client. Une dispute va donc éclater, puis Teresa va forcer Sheila à entrer dans un garde-robe. Elle va refermer la porte et elle va enfermer sa fille de force dans ce même garde-robe-là. Pendant les premiers jours, Sheila va pleurer, va supplier d'ouvrir la porte. Elle a faim, elle a très soif. Elle va supplier la maisonnée, mais ni Teresa, ni William, ni Robert et ni Terry vont lui ouvrir la porte. Quelques jours plus tard, Terry raconte dans son témoignage, elle n'avait que 13 ans. Quelques jours plus tard, Sheila a arrêté de pleurer et a arrêté de faire du bruit. Une semaine plus tard environ, il y a une odeur qui a commencé à empester toute la maison. En effet, Sheila était donc décédée et avec la chaleur de l'été, le corps avait déjà commencé à se décomposer et une odeur avait vraiment empesté la maison. C'est à ce moment-là que Teresa va ouvrir la porte du garde-robe et va découvrir le cadavre de sa fille. Elle va donc encore une fois demander à William et à Robert de se débarrasser du cadavre. Ce qu'ils vont faire. Ils vont donc prendre une boîte, et là je ne sais pas c'est de quel emploi, je ne sais pas si c'est une boîte de l'emploi de William ou de Robert, mais ils vont prendre une boîte. Ils vont mettre le corps de Sheila dans la boîte et vont aller la porter à Truckee Tahoe. Elle sera découverte seulement quelques heures plus tard, mais encore une fois, elle va être irreconnaissable, puis il n'y a pas non plus d'alerte de disparition qui concorde avec le corps qu'on a. Donc, Sheila J. Sanders va être enterrée comme Jane Doe numéro 6607/85 jusqu'en 1993. On ne sait pas vraiment quelle date précise Sheila est née, mais dans toutes les recherches que j'ai faites, ça tombe soit le 21 ou le 24 juin 1985. Donc, après le deuxième meurtre, après le meurtre de Sheila, on sait que Teresa a commencé à être très très nerveuse puisque la maison se sentait extrêmement le cadavre en décomposition. Elle va décider de nettoyer l'appartement, mais encore une fois, il y a toujours une odeur qui va rester. Donc, elle va demander à William et à Robert de foutre le feu à la maison. Puis, toute la famille va partir en vitesse. On sait que le feu ne fera pas grand ravage puisque les voisins, je suspecte Madame Sullivan, vont contacter les services de police. Donc, les ambulanciers vont venir et les pompiers vont venir pour éteindre le feu.
Par la suite, on sait que lorsque la famille a dû quitter Sacramento en Californie, donc la maison, le 4,5, William, ben, il était majeur, donc lui a décidé de s'en aller et de ne plus jamais redonner de nouvelles à sa mère, sûrement qu'elle trouvait folle comme Howard, il a bien fait. Terry, donc âgée maintenant de 16 ans, va également décider de fuguer. Par contre, elle va emmener avec elle les papiers d'identité de sa sœur Sheila et elle va se faire passer pour sa sœur Sheila jusqu'à l'âge de 18 ans. Le seul enfant qui va rester avec Teresa va être Robert. Ils vont ensemble déménager à Las Vegas. Puis en novembre 91, Robert va se faire arrêter pour voie de fait aggravée sur un barman et il va écoper de 16 ans de prison. Quelques temps après son arrestation, Teresa va déménager à Salt Lake City, qui se trouve dans l'Utah. Et on sait que Terry, ben à ce moment-là, lorsque Teresa va déménager dans l'Utah, Terry habitait également à Salt Lake City, dans l'Utah. C'est vraiment lorsque Terry est dans l'Utah, à ce moment-là, qu'elle va contacter l'émission pour parler des 2 meurtres de ses 2 sœurs, pour qu'enfin, une fois pour toutes, elles soient enterrées sous leur vrai nom, tout simplement, et qu'une enquête soit faite pour que sa mère soit arrêtée. On sait que les premières fois où Terry, donc de 91 à 93, lorsqu'elle a essayé de parler de l'affaire aux policiers de l'Utah et même de la Californie, de partout, il n'y a personne qui la croyait. Même son thérapeute ne la croyait pas tellement que l'histoire était insensée. C'était bien trop spécial pour que ce soit vrai, pour que ce soit réaliste. Il a fallu attendre 93 pour qu'elle contacte, finalement qu'elle ait le courage de contacter l'émission America's Most Wanted et qu'elle parle de cette émission pour qu'eux-mêmes la mettent en lien avec la Californie, qu'elle raconte l'histoire et qu'une enquête soit ouverte pour que finalement sa mère ainsi que Robert et William soient arrêtés. C'est le 4 novembre 93 que William a été arrêté. Il se trouvait à Woodland, en Californie. Robert, il a été arrêté, mais il était déjà en prison pour 16 ans. William et Robert, il a été accusés de meurtre de leur sœur Susan et de Sheila. Le 10 novembre 93, c'est Teresa qui a été arrêtée à son tour à son domicile à Salt Lake City. Le 15 novembre 93, elle a été accusée de 2 chefs de meurtre, 2 chefs de complot en vue de commettre des meurtres, 2 meurtres multiples et de meurtres sous torture. Au départ, elle va plaider non coupable, mais lorsqu'elle a su que son fils Robert allait plaider contre elle pour obtenir une sentence réduite, elle a finalement décidé de changer son plaidoyer et elle va plaidoyer, elle va plaider coupable de meurtre, donc le meurtre de Sheila et le meurtre de Susan. Le 17 octobre 1995, elle va être condamnée à 2 peines de prison à perpétuité consécutive pour le meurtre de Susan, âgée de 17 ans, et de Sheila, âgée de 20 ans. William Marr, il a été condamné à une probation et l'ordre de suivre une thérapie, tandis que Robert Jr. il a été arrêté et conduit à 3 ans de prison. Les 3 ans ont été mis dans le 16 ans, donc il suffisait seulement de faire son 16 ans, puis la condamnation allait être faite, là. On sait que Terry Narr, après cette affaire-là, elle s'est mariée 2 fois. Elle a déménagé dans l'Utah. Où sa mère habitait au même moment. Elle est restée là une bonne partie de sa vie. Puis, par contre, en 2011, elle est malheureusement décédée à l'âge de 41 ans. On sait que Teresa est encore en vie, mais c'est ainsi que se termine l'histoire de la famille Narr, qui est quand même très triste, puisque, je pense à Terry là-dedans. Je trouve ça vraiment triste parce qu'au final, elle n'a pas eu de vie. Elle n'a pas eu de vie, elle n'a pas pu profiter de sa jeunesse, ni de sa vie de jeune adulte, ni, je pense, de sa vie amoureuse ou encore de sa vie tout court. Elle a toujours été d'une façon ou d'une autre sous l'emprise de sa mère. On sait que sa mère, elle a été arrêtée quand même assez tard, là, en 93. Donc, elle a sûrement vécu dans la peur toutes ces années-là de quand elle a fugué jusqu'à ce que sa mère soit arrêtée. Et je suis sûre que toute sa vie, elle a pensé à ça. Je trouve ça triste. Je trouve ça également triste pour les enfants. Donc, William et Robert, bon, ils avaient beau être devenus majeurs, mais encore une fois, lorsqu'on est dans une famille avec des parents qui sont narcissiques comme ça, qui sont manipulateurs, qui sont menteurs, qui sont très, très prévoyants, très prenants, je trouve ça très dur en tout cas, je pense que c'est très dur de devenir des adultes épanouis dans la vie. Donc, je trouve ça très triste pour eux. Et je trouve que c'est bien fait pour Teresa. D'un autre côté, elle sortira jamais de prison. Hein? Ça, c'est assuré. 2 peines consécutives, là, pas en même temps, c'est parfait.
Mais bon, voilà. Donc, c'est ce que je pense de cette histoire. Je trouve ça très triste. Et je trouve ça encore plus triste, en fait, pour Susan et Sheila qui ont perdu la vie, hein, très jeunes, là, 17 et 20 ans. De plus, Sheila n'a jamais connu son père puisque sa mère l'a assassiné. C'est encore plus triste. Ça vient donner encore un plus gros coup à l'histoire. Lorsque je suis tombée sur cette histoire-là, je me suis dit, voyons, c'est vrai, on pourrait presque croire que c'est inspiré d'un film. Mais clairement, un film pourrait très bien s'inspirer de cette histoire. Et oui, ça a déjà été fait. Il y a des films qui sont sortis sur cette histoire-là. Prochainement, peut-être, si je peux tomber là-dessus, je vais les regarder. Sinon, voilà, la vidéo tire à sa fin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Teresa, est-ce que vous pensez de la famille. C'est dur, je crois, de devenir un adulte épanoui quand on a vécu autant de choses. Ça doit être terrible, autant pour la santé mentale que pour la santé physique. Alors voilà, sur ça, je vous laisse dans votre soirée, votre week-end, et on se retrouve pour un prochain sujet. Mais d'ici là, prenez grand soin de vous et de votre famille. Ciao, ciao!